On doit être aux alentours de l'année 2010. J'ai alors un peu plus de 8 ans et je suis chez mon oncle. Alors que je m'ennuyais ferme, celui-ci me donne le droit de jouer sur sa Wii. Je découvre qu'un jeu est déjà dedans, un certain Super Paper Mario, qui allait me faire découvrir cette licence. Et cette licence, c'est le sujet de ma chronique d'aujourd'hui. Générique. Pour tout comprendre, il est nécessaire de remonter un peu avant la sortie du premier Paper Mario. Nous sommes alors en 1996. Super Mario RPG vient alors de sortir, jeu qui restera le dernier jeu Mario de la Super Nintendo. Ce RPG était né de la collaboration entre Nintendo et Square Enix, qui alors était juste Square. Le premier souhaitait produire un RPG avec Mario en tête d'affiche, le second souhaitait lui promouvoir ses jeux en Occident, avec une figure connue en tête d'affiche. Suite à ça, Nintendo, et plus particulièrement Shigeru Miyamoto, sont très intéressés à l'idée de poursuivre sur cette voie, avec cette fois un RPG Mario pour la Nintendo 64. Cependant, Square se sera entre-temps rapproché de Sony et de sa PlayStation, où migreront Square et ses grandes licences avec en tête Final Fantasy, qui sera désormais une star de la PlayStation. Enix, aussi autre grande entreprise japonaise qui faisait des JRPG avec Dragon Quest, migrera aussi sur la PlayStation. Nintendo sera donc tout seul et il sera impossible de demander à Square Enix de refaire un RPG pour une console Nintendo. Surtout que Square ne voulait plus développer pour cartouche, raison principale de leur départ et leur rapprochement vers Sony. Nintendo essaiera tout de même de leur demander, mais ils déclineront pour se concentrer sur Final Fantasy VII. La firme japonaise du plombier se tournera finalement vers la firme Intelligent System, qui, comme à la manière de HAL Laboratory, peut être plus ou moins considérée comme une filiale de Nintendo. A l'origine plus ou moins spécialisée dans les jeux de sport, Intelligent System lancera en 1990 Fire Emblem avec un premier épisode sur NES. Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light, jeu qui va tout changer pour eux, vu que cette licence va devenir leur fer de lance. Intelligent System va délaisser les jeux de sport en s'occupant de plus en plus de RPG typés Fire Emblem, avec notamment la création et la naissance de la licence Nintendo Wars, qui sera plus connue en Occident sous le nom d'Advance Wars. C'est donc cette firme que contacte Nintendo pour leur projet de RPG Mario sur 64, projet initialement nommé Super Mario RPG 2 et qui était prévu pour le 64 DD. Cependant, à cause du retard et après flop de cette extension de la Nintendo 64, le jeu a finalement été développé sur une cartouche classique, ce qui a été rendu possible grâce à l'évolution naturelle de ce support qui contenait largement plus de données qu'au début de la vie de la console. Le but principal du jeu était de le penser comme une porte d'entrée au RPG. Les personnages ne possèdent pas de statistiques détaillées comme dans Final Fantasy, où on retrouve énormément de compétences chiffrées. On retrouve ici juste le compteur de points de vie, le compteur de points de fleurs, équivalent d'MPM ou du mana, permettant d'utiliser des attaques spéciales, le compteur de points badge, équipement à équiper sur Mario pour lui octroyer différentes capacités actives ou passives, et le compteur de points étoiles, compteur de grosso modo les attaques spéciales qu'on débloque au fur et à mesure de l'aventure. Et à chaque montée de niveau, on peut choisir quel compteur augmenter de quelques points entre les points de vie, les points fleurs et les points badge, les points étoiles évoluant naturellement au cours du jeu. De même, les compagnons de Mario n'auront même pas de points de vie lors de ce premier épisode, et tomberont simplement KO pendant quelques tours s'ils se prennent une attaque. Le jeu osera un pari assez osé sur son style graphique, alors qu'on était à la fin de la première génération de consoles permettant de faire de la 3D, et donc que tous les développeurs et tous les jeux ne juraient plus que par ça. Et d'ailleurs, Paper Mario sortira tellement en fin de vie de la console qu'il sortira 1 an et demi au Japon après la sortie de la Dreamcast, le jeu sortant même aux US et en Europe plus de 6 mois après la sortie de la PS2, et bien Paper Mario décide de partir sur un pseudo aspect 2D, justifiant ça par le fait que l'intégralité du monde soit en papier, d'où le Paper Mario. C'est à Naohiko Aoyama, directeur artistique de cette licence, qu'on doit ce style graphique si particulier, et surtout ce parti pris qui fait très étrange en 2000. D'après lui, il se sera inspiré de Palapa the Rapper, jeu de rythme développé par Nana Onsha et sorti en 1996 sur PlayStation au Japon. Jeu où les personnages affichent également cet aspect 2D qui sera repris par Paper Mario. Cependant, une différence est à noter. Là où dans Palapa les personnages bougent énormément et où on peut vraiment les considérer comme des modèles 3D simplement aplatis, dans Paper Mario, c'est simplement des sprites qui évoluent dans un univers en 3D. Les personnages restent très statiques, ce qui fait que l'aspect papier reste assez
peu présent dans ce premier jeu, ce qui sera d'ailleurs l'un des gros reproches de la presse à l'époque, notamment évoqué par le site anglophone RPG Fan. Bien que le jeu était supposé proposer principalement des effets 2D rappelant le papier, j'ai trouvé qu'il le faisait assez rarement. Dans l'ensemble, le jeu est surtout constitué de sprites qui évoluent dans un monde en 3D, l'aspect papier n'intervenant que pour quelques gags assez rares, se permettant même de se demander pourquoi avoir choisi un tel titre. Concernant son histoire, Paper Mario reste encore assez basique. Il nous raconte d'une manière pas du tout surprenante l'histoire de Mario qui se rend au château de Peach avec son frère Luigi pour assister à une fête organisée par la princesse Peach. Sauf qu'une fois arrivé au château, Bowser en profite pour attaquer en se parant de la Star Road, bâton exaucant tous les vœux. Bowser souhaite alors être invincible et une fois son souhait exaucé, bat sans grand mal Mario qui ne pouvait rien faire. Et alors que le château de Peach s'envole en direction de la stratosphère, Mario chute pour finalement atterrir dans le village Goomba et doit chercher à réunir les 7 esprits étoiles pour retourner au château et espérer contrer la Star Road. La première chose qui saute aux yeux avec Paper Mario, c'est à quel point le titre est un melting pot d'influences diverses qui ont permis de donner à ce titre une atmosphère et qui fait vraiment qu'il est très à part dans la ludothèque de la 64. Le scénario ressort clairement comme une redite de celui de Super Mario RPG. Scénario de Super Mario RPG qui était déjà une évolution des scénarios des Mario 2D classiques. Pour faire simple, l'histoire de Super Mario RPG, c'est qu'un jour, alors que Mario affrontait Bowser dans son château pour secourir Peach, une épée, Exor, tombe du ciel pour s'écraser sur le château, en brisant au passage la Star Road, et non la Star Road, attention, qui peut exaucer les souhaits des gens. La Star Road se brise en 7 morceaux principaux, et Exor empêche tout accès au château de Bowser, et on doit réunir les morceaux de la Star Road, blablabla. Il y a vraiment pas grand chose qui change, par le fait que cette fois Bowser est non plus un protagoniste, mais un antagoniste. Et que du coup, les personnages originaux disparaissent, bien qu'ils apparaîtront après dans les prochains épisodes. Paper Mario reprend aussi de Super Mario RPG les multiples références à l'histoire de la licence Mario. Et on peut considérer que Paper Mario va un peu au next level par rapport à Mario RPG, en allant plus loin dans les références à l'histoire de la licence Mario, qui commençait quand même à être déjà pas mal allégée à l'époque, mais aussi en continuant et entamant d'autres blagues d'autodérision et de déconstruction de la licence Mario. Par exemple, Bowser apparaît ici comme un gros loser en amour, qui n'arrive pas du tout à s'en sortir avec Peach. Et aussi, on commence à développer un caractère autour de Luigi, qui est un peu plus que simplement le frère derrière Mario. L'écriture est vraiment ce qui ressort comme le gros point fort du jeu. Les personnages sont tous très bien écrits, ils ont chacun un arc, surtout pour les partenaires de Mario, Mario en lui-même étant assez peu développé, puisqu'étant un peu le lien entre le jeu et le joueur, et qu'à l'époque, des personnages muets, ça restait quand même une sacrée constante. Mais revenons un peu sur la structure du jeu. Paper Mario est séparé en 9 chapitres. L'introduction, les 7 chapitres servant à récupérer les esprits étoiles, et le chapitre final. Les 8 premiers chapitres introduisent de chacun un personnage allié de Mario, qui reprennent chacun une espèce du bestiaire de la licence. Et on touche un point qui peut être considéré comme une qualité, mais aussi comme un défaut. Certes, les personnages sont tous très développés et mis en avant dans leur chapitre introductif, mais ils disparaissent très vite après d'un point de vue histoire pour la grande majorité d'entre eux. Côté gameplay, on l'a vu, Paper Mario est un RPG, qui alterne entre plusieurs phases de gameplay dans un overworld et des phases de combat. On avait aussi vu un peu plus tôt que le jeu innovait de par l'absence de statistiques détaillées permettant d'être une grosse porte ouverte au genre pour les nouveaux venus. Et cette volonté d'être vraiment une porte ouverte et une découverte va vraiment être au cœur du jeu. Ainsi, on n'achète pas d'équipements modifiant nos statistiques, mais des badges, ce véritable équipement du jeu, qui permet de débloquer des attaques spéciales ou des aptitudes passives lorsqu'ils sont portés. Mario peut porter un nombre défini de badges, mais qu'on peut augmenter via des points badges, et bref, on a vu ça un peu plus tôt. De même, comme dans Super Mario RPG, le joueur n'est pas totalement passif lors des combats. Afin de faire en sorte que les actions s'exécutent bien, il doit souvent réaliser un QTE, de même pour bien parer les attaques des ennemis. Et on va aussi plus loin que Super Mario RPG, où le QTE, entre deux gros guillemets, ça va juste à faire un peu plus de dégâts. Le jeu présente aussi pas mal d'énigmes, certes très simplistes, mais assez présentes, notamment dans l'Overworld, énigmes qu'on peut réaliser grâce aux facultés des partenaires de Mario, mais aussi du protagoniste principal. En eux-mêmes, les combats feront un choix différent de ceux d'époque, vu qu'ils ne seront pas aléatoires, ce qu'on retrouve par exemple dans Final Fantasy ou Dragon Quest. Ici, on est un peu plus proche d'un système à la Tales of, notamment Tales of Symphonia. Les ennemis apparaissent directement dans l'Overworld et entrer en contact avec eux lance un combat. De quoi rendre les phases d'exploration et d'aller-retour moins fastidieuses, vu qu'il est possible de totalement skipper les ennemis, surtout qu'il est possible aussi pour le joueur d'utiliser son saut ou son marteau pour prendre l'avantage, histoire de déjà infliger pas mal de dégâts.
Paper Mario est dans l'ensemble une franche réussite qui viendra pleinement illuminer la fin de vie de la Nintendo 64. Le jeu remplira son contrat sur globalement tous les points. Porte d'entrée du RPG, check. Jeu porté sur l'humour, check. En conclusion, un excellent héritier de Mario RPG, check encore une fois. C'est vrai que le cahier des charges était à la base assez léger, Intelligent System devant simplement perpétuer la licence RPG Mario. Et au final, ils s'en sont plus que bien sortis. Le jeu recevra un excellent accueil critique et garde aujourd'hui un métacritique de 93 sur 100. Et il ressortira sur la console virtuelle de la Wii en 2007, où il recevra encore une fois un excellent accueil, en étant le deuxième jeu le plus téléchargé sur ce support aux USA en août 2007. Au total, le jeu s'écoulera à 1,3 million d'exemplaires sur Nintendo 64, ce qui fera de lui le 36e jeu le plus vendu de la machine. Excellente performance, quand déjà on prend en compte le fait que la Nintendo 64 s'est vendue à moins de 40 millions, mais aussi que Paper Mario est sorti en toute fin de vie de la machine. La GameCube était déjà plus ou moins annoncée à ce stade. Cette fois, c'est sûr, Paper Mario allait rester dans les annales, et l'avenir s'écrira avec cette licence. Et alors que la prochaine console de Nintendo, la GameCube, sortira un an après le jeu au Japon, le roster des licences Nintendo était désormais élargi avec un spin-off Mario, de plus, qui allait revenir plus tôt que prévu. GDC 2003. Nintendo, alors en pleine conférence, annonce une suite au premier Paper Mario, nommé Paper Mario, la porte millénaire. Shigeru Miyamoto annonce que le jeu sera en démo à l'E3 2004, pour une sortie lors de cette année. Le jeu devait être à la base une suite directe au jeu N64, développé sous le nom original de Mario Story 2, Mario Story étant le titre du jeu N64 au Japon. Le jeu sortira entre juillet et novembre 2004 dans l'ensemble du monde, et il sera lui aussi un gros succès, s'écoulant à 1,3 million d'exemplaires, faisant de lui la 13e plus grosse vente de la GameCube. Paper Mario la porte millénaire nous emmène dans la ville de Port-la-Canaille, ville de royaume champignon assez particulière car pas réputée pour sa sécurité. Régie par une mafia d'un côté et connue pour son insécurité de l'autre, elle renferme en ses souterrains la mythique porte millénaire qui dissimulerait derrière elle un trésor légendaire. Alors qu'elle était en vacances, Peach tomba sur une carte expliquant comment trouver le trésor et les 7 clés de la porte millénaire, les 7 gemmes étoiles. Alors qu'elle envoie une lettre à Mario pour qu'il vienne à Port-la-Canaille l'aider dans sa quête, elle se fait enlever par une organisation, les Megacruxis, qui cherche à mettre la main sur le trésor millénaire. Accompagné de différents compagnons, Mario va chercher à sauver Peach tout en réunissant les gemmes étoiles et pour contrecarrer les plans des Megacruxis. La porte millénaire ne révolutionne pas énormément de choses, loin de là en vrai. Il reprend le jeu et l'améliore sur tous les points. C'est un peu comme ce qu'on peut considérer comme le deuxième opus parfait, celui qui reprend tout ce qui faisait la qualité du premier, celui de cette qualité, en enlevant les défauts et en ajoutant ses propres touches. C'est exactement ce que fait la porte millénaire. Les environnements sont plus diversifiés que celui du premier opus, et si on retrouve des décors tropicaux de plaine avec des villages encore un environnement enneigé, le deuxième opus innove pas mal. C'est ainsi qu'on explorera une ancienne grotte pirate, un arbre de catch, un arbre avec des problèmes niveau pigments, ou encore la lune. Oui, la lune. Donc en gros, la porte millénaire a une recette simple. C'est Paper Mario 64, mais avec un énorme, un gigantesque plus à côté. Le jeu reprend chaque point de son prédécesseur et l'améliore, le sublime, le transcende presque sur certains points. Le scénario du premier était très classique, mais proposait quelques moments de déconstruction des côtés narratifs de la licence Mario. Et bien le deuxième opus est encore moins classique et prévisible, avec quelques passages bien sombres quand même, mais aussi énormément de moments prenant à contre-pied les codes narratifs de Mario en s'en manquant. Par exemple, si le premier chapitre est assez classique avec la quête d'un dragon dans un château, dès le deuxième chapitre, de la deuxième gemme étoile, on nous emmène dans des endroits un peu plus sombres, comme un arbre tout blanc avec des feuilles roses argentées. Le troisième chapitre nous emmènera dans une arène de catch. Bref, le jeu innove totalement sur sa structure narrative. L'humour du premier épisode était très présent mais un peu trop direct, l'écriture n'en allait pas assez loin dans la déconstruction, et bien la porte millénaire est bien plus subtile et va plus loin dans la déconstruction des codes de Mario. Bowser est encore plus un abruti bené que dans le premier opus, et il en devient même attachant, et le jeu s'aventure encore plus dans le questionnement des codes des Mario. Je veux dire, il questionne même le fait de pourquoi Mario hurle Yahoo à chaque fois qu'il saute. Pareil pour l'écriture des partenaires, qui est bien plus creusée avec certaines thématiques explorées comme les liens familiaux, ou l'authenticité de ceux-ci avec Viviane, qui est d'ailleurs en VO clairement défini comme un personnage transgenre. Cette traduction sera effacée de la version US, mais laissée en Europe, en tout cas en espagnol et en français. Viviane est donc l'un des premiers personnages de l'univers Mario, avec Birdo, à explorer le thème de la transidentité. Surtout que contrairement à Birdo, où c'était à peine glissé dans le manuel, avec Viviane, c'est traité dans le jeu lui-même, où la grande sœur de Viviane, Marjorie,
Marjolaine dit clairement qu'il est un garçon, alors que justement il fait partie de l'obscur trio de sœurs. Bref, le jeu va beaucoup plus loin dans l'exploration des thématiques. On retrouve aussi l'idée de deuil avec le personnage de Bombart, l'amitié, la fidélité, énormément de choses que je ne peux pas vous dire tant Paper Mario la porte millénaire le fait très bien, et aussi pour ne pas vous spoiler. Paper Mario la porte millénaire est un aboutissement sur quasiment tous les points de la formule Mario, enfin la formule Paper Mario. Même les points qui pouvaient sembler être plus anecdotiques, comme les boucles de gameplay de l'Overworld, ont été diversifiés, avec l'apparition des transformations plièges de Mario, qui encore une fois corrige un autre aspect du premier, avec l'absence d'un vrai aspect papier. Le seul point qui n'a globalement pas changé, c'est la structure et le scénario, qui sont certes enrichis et développés, mais qui restent très semblables. On retrouve toujours des interacts avec Peach, qui, avec un allié, essaie de s'enfuir dans l'endroit où elle est prisonnière. C'est ici enrichi, avec des interacts supplémentaires avec Bowser, qui est jouable, mais aussi une plus grande diversité des actions qu'on fait lors des interacts avec Peach. Un petit quiz, une enquête, une session d'infiltration, bref, chaque chapitre est centré sur l'endroit précis du monde, du jeu, ou avec l'aide d'un partenaire, Mario va chercher à vaincre un antagoniste pour récupérer un objet de sa quête. On retrouve aussi des similitudes entre les partenaires de Mario, un Goomba, un Koopa, un Esprit, un Bob-omb, un ou plusieurs personnages liés au vent. On retrouve moins de partenaires dans la porte millénaire que dans Paper Mario 64. Et si on peut craindre le fait qu'à court terme, ça soit plus un défaut qu'autre chose, vu que le gameplay sera moins diversifié, en réalité, ça sert plus au scénario qu'autre chose, car avec moins de partenaires, on peut plus facilement remettre d'autres en avant, par exemple Goomy qui sera très bien appliqué dans chaque chapitre, et surtout, aucun ne sera vraiment oublié et il n'y aura pas vraiment de doublons, comme ce qu'on pouvait avoir dans le premier opus. Certes, le gameplay en combat est le point qui évolue globalement le moins, mais ça fait aussi un pas en avant ici. On garde l'aspect combat tour par tour via QTE, qui est, comme les bases du premier opus, enrichi avec plus d'action. La grosse nouveauté est le système de public et le fait que les combats se passent canoniquement sur une scène de théâtre. Ainsi, de multiples événements pourront venir bouleverser l'affrontement, de la fumée qui finira notre visibilité et donc baissera notre précision, des spots lumineux qui tombent du plafond ou des corps qui s'écroulera. Du côté du public, ils permettent d'optimiser le gain de points étoiles, qui servent à faire des attaques spéciales. Certains membres du public sauront même se montrer collaboratifs en vous envoyant des objets de soins, tandis que d'autres vous balanceront des cailloux ou canettes à éviter absolument. Je pourrais aussi vous parler des très nombreux personnages marquants, des OST juste exceptionnels, de la qualité du monde et du level design, la ville de Port-la-Canaille qui semble extrêmement organique pour un jeu de tout début du millénaire. Je pourrais faire une chronique sur chaque point de Paper Mario la porte millénaire que je trouve excellent. Je pourrais faire une saison de chronique sur Paper Mario la porte millénaire. Mais bon, il faut avancer. Encore aujourd'hui, le second opus reste de loin le plus apprécié par la communauté, et pour l'avoir fait récemment, ça se comprend tout à fait. Chaque détail est fignolé et rien n'est laissé au hasard. Le seul pan vraiment oubliable du jeu est l'aspect quête annexe, qui reste très plate et ennuyeuse, la récompense de la plus grosse quête du jeu n'étant pas si utile que ça. Mais bon, Paper Mario reste une porte d'entrée au RPG, donc les quêtes annexes n'ont jamais été le gros point fort de la série. Le jeu se veut accessible et plus court que les cadors du genre, et sur ce point, difficile de nier que Paper Mario la porte millénaire est une expérience courte pour un RPG, globalement une vingtaine d'heures, mais qui est diablement percutante. On l'a vu, le jeu a été un très gros succès en se vendant à plus d'1,3 million, dont 159 000 unités lors de sa première semaine au Japon. Il sera aussi acclamé par les critiques sur la totalité des points que j'ai évoqués ici. Paper Mario la porte millénaire est devenu au fil du temps un immense classique, en tout cas de la ludothèque au Nintendo. Surtout de la GameCube, où il fait figure d'incontournable, comme en témoigne la flambée des prix du jeu sur les sites de revente. Paper Mario aura posé ses bases solides, classiques et nécessaires. La porte millénaire aura bonifié ses bases et ses structures. C'est donc fort d'un parcours sans faute à l'heure actuelle que la licence attaque la seconde moitié des années 2000 et tout va gentiment commencer à se corser. E3 2006. Dernier E3 de la GameCube, console qui aura connu une vie très compliquée. Nintendo annonce en grande pompe Super Paper Mario, qui sortirait sur GameCube au 4e semestre 2006. Cependant, aucune GameCube n'est présente, Nintendo préférant mettre en avant sa prochaine console, et le jeu sera finalement reporté pour le courant de l'année 2007 pour sortir sur cette fameuse console, la Wii, entre avril et septembre de cette année, ce qui fait de lui le premier jeu Mario à sortir sur Wii, Super Mario Galaxy, sortant en novembre 2007. Dès sa présentation, le jeu est présenté comme une rupture vis-à-vis des deux premiers opus. Et cette rupture, on la doit à cet homme, Kensuke Tanabe, qui restera producteur des Paper Mario suivants. Mais qu'est-ce qui est bouleversé, me direz-vous? Eh bien, on dit au revoir au RPG tour par tour à la sauce platformer Mario, et on dit bienvenue au jeu de platformer Mario à la sauce RPG. Alors, cet opus n'abandonne pas tout héritage de ses ancêtres. On est ici assez proche de ce qu'on peut considérer comme un action RPG, avec toujours la présence de points d'expérience par exemple. On quitte aussi le plan de jeu en 3D pour partir sur de la 2D, avec une fonctionnalité qui fera le
le cœur du jeu. Mario a la possibilité de passer, pour un temps limité, en 3D, et donc de découvrir des passages cachés. Et déjà, premier problème que j'ai avec Super Paper Mario, et qu'on retrouvera dans chacun des opus qui suivront. On n'a plus aucune véritable notion de progression en dehors de celle liée au scénario. Et si ça reste un problème qui était déjà légèrement présent dans les premiers opus de la série, au moins l'aspect combat tour par tour, avec de la stratégie, mais aussi quelques statistiques, faussait un peu le tout, vu qu'on se demandait comment vaincre cet ennemi, il est différent, il est plus puissant, il a d'autres attaques. Ici, ça disparaît, vu que globalement les ennemis sont tous battus de la même manière, vu qu'on a globalement 3 actions principales. Le saut, la capacité spéciale du personnage quand c'est utile en combat, et les différents pixels utilisables. On ne ressent aucune vraie différence entre les ennemis du premier monde et ceux du dernier. Il s'agit d'un gros défaut du jeu, on n'a pas du tout l'impression de progresser, malgré la présence de véritables dénominations de niveau façon Mario 2D. Et en plus de ça, les pixels ne sont pas vraiment utiles, du fait qu'on préférera utiliser les habitudes principales des 4 personnages jouables, seule fois on aura de vrais sentiments de progression. Et même là, c'est pas spécialement parfait. Certes, les personnages sont très différents, surtout le trio Mario, Bowser, Peach, vu que Luigi, désolé de dire ça, mais il pue un peu de niveau originalité. Mais leurs utilisations restent assez occasionnelles. On se servira surtout de Bowser lors de combats assez ardus, et de Peach lors de phases de plateforme assez complexes. Mario restera le personnage standard et celui qu'on utilisera le plus, vu qu'il est le seul à pouvoir passer en 3D, mécanique centrale du jeu, ce qui fait qu'on aura surtout tendance à rester sur lui plutôt que de switcher H24. Autre problème que j'ai avec le gameplay, enfin plus un élément du gameplay, les pixels. J'ai un gros problème avec ce qu'on peut considérer comme les partenaires de ce Paper Mario. Ils ont très peu de personnalité, vraiment très peu. Par rapport à des partenaires comme Bombart, Vivian ou Madame Boo, c'est le jour et la nuit. Certains pixels ne sortent même quasiment aucune réplique de tout le jeu, et Tippi est la seule à être réellement développée. Mais surtout, les habilités que développent les personnages avec ces pixels offrent relativement peu d'intérêt dans la progression. Avec les partenaires, tu débloquais une aptitude dans l'Overworld, mais aussi tout un nouveau pan de gameplay en combat, chacun offrant ses spécificités. Avec les pixels, pour la majorité, c'est très occasionnel. Ceux qui seront le plus utilisés dans une partie seront celui qui permet de se déplacer plus vite, le marteau, et un peu celui qui permet de faire des attaques rodéo, et je compte pas Tippi dedans. Bref, des choix et partis pris d'un point de vue gameplay qui sont intéressants, en permettant d'amener du renouveau à la licence, même si on sent clairement que le jeu se cherche. Qu'il ne sait pas vraiment totalement où aller. Est-ce qu'il est pris entre ce que lui dicte son gameplay, qui veut en faire un pur jeu de plateforme et donc abandonner totalement son héritage, ou ce que lui dicte son histoire, qui veut en faire un RPG pur jus et un jeu qui s'inscrit clairement dans la lignée des 2 premiers opus. Et en parlant du loup, parce que le pire, c'est qu'à côté de ce gameplay assez bancal et expérimental, Super Paper Mario a de loin le meilleur scénario de la licence. Et spoiler alerte, allez à ce timecode indiqué à l'écran pour éviter les spoils. Voilà, Super Paper Mario nous narre une tragédie, celle de Tympani et de Nikolai. Tympani est une jeune femme qui descend de la tribu des ancêtres, là où Nikolai est membre de la tribu des ténèbres. Un jour, Tympani trouve Nikolai blessé. Elle savait qu'il lui était antagoniste de par son sang, mais elle a tout de même choisi de le soigner. De fil en aiguille, ils ont continué à se voir régulièrement, jusqu'à finir amoureux l'un de l'autre, et finit par se marier et se fiancer. Plutôt l'inverse. Cependant, un jour, le père de Nikolai découvre leur relation. Il choisira de maudire Tympani en lui effaçant la mémoire et en l'obligeant à errer entre les dimensions. Et Nikolai ne revit plus jamais sa bien-aimée. Fou de rage, il entreprit de détruire la tribu des ténèbres et voulut détruire les mondes entiers à partir de la prophétie de l'Opus Ténébrus pour se venger de ce que les mondes lui avaient pris, son amour le plus profond. À partir d'aujourd'hui, Nikolai n'était plus, il ne restait que le comte Niark, alors que Tympani fut sauvé par un sage qui l'a transformé en Tippi, un pixel. C'est un scénario qui est très basé sur ce que j'aime bien appeler le schéma Roméo et Juliette, mais qui est-ce que vous voulez? Ça fonctionne très bien et ça a prouvé son efficacité, alors pourquoi s'en priver? Fin de la zone spoiler, rebonjour. L'antagoniste, le comte Niark, est pour moi l'un des 2 meilleurs antagonistes de la série, voire le meilleur tout court. Il a du caractère et du charisme, ce qui est réellement une première pour un antagoniste de Paper Mario. Bowser fait plus brut au bon cœur, quant à Cru Sinistre, bon, si sa tête a la forme d'une patate, c'est pas pour rien. Le comte Niark a une histoire et il n'est pas plat, en dehors du fait qu'il évolue dans un monde en 2D. On découvre petit à petit un personnage torturé, un personnage qui hésite à poursuivre la voie sur laquelle il s'est engagé et qui est méchant non pas par envie de domination, mais par tristesse. Et c'est beau tout ça, putain. Est-ce que Super Paper Mario est un bon jeu? Bien évidemment, il est très plaisant à parcourir malgré quelques passages assez compliqués. La bande-son du titre est excellente, son scénario est très profond pour un jeu Mario, et ses personnages sont tous très attachants à part les pixels. Le jeu manque juste d'un peu de panache de mon point de vue, car oui, c'est intéressant et bien écrit,
écrit, mais j'ai un peu de mal avec le gameplay que je trouve trop peu diversifié. Et pour ma part, ce qui est intéressant avec Super Paper Mario, en tout cas pour ma subjectivité, c'est qu'il s'agit du titre m'ayant introduit à la licence. Je l'ai dit en intro, j'avais alors un peu moins de 10 ans, blablabla, mon oncle, tout ça. Et à l'époque, le jeu me subjuguait totalement, à tel point que j'ai absolument cherché à le faire, ce qui s'est produit quelques années après. Et malgré tout le mal, entre guillemets, que j'ai pu dire, je garde un certain affect pour le jeu. J'adore me replonger dans son univers, intéressant, j'aime le reparcourir en redécouvrant ses idées loufoques et ses chara-design parfois assez douteux. Est-ce que j'ai atteint l'âge où la nostalgie peut altérer mon jugement? Peut-être que oui, j'ai découvert le jeu il y a plus de 10 ans, soit environ 55% de ma vie à l'heure actuelle. Mais j'observe surtout un décalage entre l'enfant que j'étais et la mano que je suis aujourd'hui. Super Paper Mario est un jeu de mon enfance. Oui, j'ai galéré comme pas possible pour le finir, et j'ai ressenti un rare accomplissement en venant à bout, à tel point que l'épilogue m'a laissé avec une larme au coin de l'œil. Aujourd'hui, je vois dans Paper Mario un jeu intéressant dans ses idées et dans ses partis pris, qui mérite sa place dans la vitrine de l'histoire de Nintendo, mais qui reste bien trop inégal sur son fond pour produire quelque chose de concret. Est-ce qu'il aurait été plus productif de conclure cette première trilogie avec un jeu qui sublimait encore une fois ce que les deux premiers avaient construit, en faisant un ultime Paper Mario avec le gameplay des deux premiers? Pourquoi pas. Mais l'histoire appartient au passé, et Super Paper Mario également. Après une seconde moitié des années 2000 plus compliquée, la licence continue malgré tout, en s'approchant des 10 ans d'âge, qu'elle va célébrer d'une bien triste manière. E3 2010. Nintendo présente en grande pompe The Legend of Zelda Skyward Sword dans une conférence qui sera entrée dans l'histoire, pas pour les bonnes raisons. Mais cette conférence marquera aussi les présentations de la Nintendo 3DS au public, ainsi que celle d'un jeu. Alors nommé Paper Mario 3DS, il est celui qui nous intéresse. Le jeu se dévoilera un peu plus lors des deux E3 suivants. À l'E3 2011, le jeu diffusera un peu plus de trailers, du coup montrant un peu plus de contenu, tandis qu'à l'E3 2012, il prendra son titre final. Paper Mario Sticker Star était officiellement né. En tant que premier et à l'heure actuelle seul Paper Mario sur console portable, le jeu devra forcément s'adapter à cette composante. Ainsi exit les gros niveaux qui prennent parfois plusieurs heures, un peu comme dans Super Paper Mario, ou alors les pseudo-mondes ouverts comme lors des deux premiers. On arrive sur des niveaux plus courts avec une carte du monde façon platformer 2D, ce qui fatalement réduit la dimension exploration, bien que certains niveaux possèdent des sorties secrètes. De même, le gameplay a lui aussi été simplifié. On retrouve certes le gameplay tour par tour des deux premiers jeux, mais les partenaires ont ici disparu, bien que les actions de Mario soient un peu plus diversifiées. Résultat, le problème de répétitivité présent dans l'opus Wii se retrouve ici, mais il en est même aggravé, le gameplay devenant définitivement bien plus ennuyeux, les quelques nouveautés, notamment les trucs qu'on retrouvera dans l'opus suivant, qui sont des objets du monde réel utilisables en jeu, et bien étant assez pauvres et ne changeant rien au problème. Mais ce qui blessera le plus, c'est à quel point la licence s'est simplifiée au niveau de son scénario et de son écriture. Et c'est quelque chose que Miyamoto a dit lui-même, en déclarant aux développeurs: c'est bien sans histoire, alors en avons-vous vraiment besoin? Bon, spoiler, si, un jeu, surtout un jeu qui se revendique comme un RPG, a besoin d'un scénario, il a besoin d'être bien écrit. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, pourquoi jouez-vous aux jeux vidéo? On peut y trouver plusieurs raisons. La première est le plaisir de jeu, qu'on trouve par exemple via le genre de jeu d'action, avec par exemple les jeux de combat, ou les platformers. Les RPG ne jouent pas dans cette cour. Les RPG sont généralement bien moins agréables d'un point de vue gameplay pur. Même aujourd'hui, certains des RPG les plus réputés, comme The Witcher 3 ou The Elder Scrolls 5, Skyrim, restent assez lourds dans leur gameplay et captivent surtout les joueurs via leur histoire ou leur univers. Et c'est limite plus voyant dans les RPG japonais, qui eux utilisent bien plus un gameplay au tour par tour et du coup où on fait juste augmenter des stats via des niveaux, ce que Paper Mario avait repris lors de ses débuts, qui reste pour pas mal de fans le meilleur gameplay qu'a eu la série. Super Paper Mario essayait autre chose, avec un gameplay plus orienté action et une histoire plus poussée, sans totalement réussir certes de mon point de vue, mais il tentait des choses, et ça marchait plus ou moins et il expérimentait. Sticker Star fait l'inverse, en essayant d'être le plus minimaliste possible. D'un côté, ça colle à la philosophie de la Nintendo 3DS et de console portable, des sessions de jeu courtes, pensées pour être pratiquées sur le pouce, et qui donc n'impliquent pas énormément le joueur. Et ça se voit encore aujourd'hui, le pan de la série de Mario 3D ayant été contaminé, entre de gros guillemets,
par cette philosophie avec Super Mario Odyssey, le jeu que j'ai le moins aimé de la série des Mario 3D, mais on en reparlera un jour. Ainsi, on a un gros problème structurel. Le jeu n'est ni captivant dans son gameplay, ni dans son scénario. L'univers a aussi perdu tout le charme qui était présent jusqu'à l'opus Wii, car sur demande de Miyamoto, les personnages originaux ont disparu pour une avalanche de Toad, encore une fois sur décision de Miyamoto. Kensuke Tanabe, l'homme à l'origine de la mutation de la licence à partir de l'opus Wii, dira que vu que l'équipe n'avait pas le droit de créer de nouveaux personnages, ils ont essayé de développer ce présent via beaucoup plus de texte, ce qui alourdit encore une fois le jeu, car autre chose qui a disparu, eh bien c'est l'aspect un peu méta de la licence, qui se moquait des codes scénaristiques de la licence Mario. On retrouve avec Paper Mario Sticker Star la volonté de Nintendo de vraiment polir tous ces spin-offs, toutes ces licences. Nintendo est bien plus impliqué dans les développements, surveille bien plus ce que font les développeurs, et peu importe le spin-off. Mario Tennis, Super Smash Bros, Mario Kart, et du coup, Paper Mario. Nintendo veut un monde Mario harmonisé, pas plein de petites visions façon univers étendu de Star Wars qui livrent différentes facettes des personnages. Et donc, on dit au revoir à l'aspect méta de Paper Mario. Oui, je suis dur avec Sticker Star, mais le jeu m'a déçu, et ça se verra aussi côté critique et vente. Si le jeu s'écoulera à un peu moins de 2 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui reste honorable, mais tout de même peu quand on considère le fait que c'est à peine plus que les 2 premiers épisodes, qui sortaient sur des consoles qui se sont elles-mêmes vendues 2 fois moins que la 3DS. Et les critiques seront elles-mêmes bien plus mitigées. La licence n'était pas tombée en disgrâce, ayant déjà monté sa capacité à atteindre les cieux, mais disons qu'elle avait tout de même perdu de son prestige. Pour dire, je n'ai même pas abordé le scénario du jeu, ce qui est capital dans un RPG, vu que là, il est aussi accessoire que celui d'un New Super Mario Bros. Bowser qui enlève Peach. Et Mario qui va la sauver. Y a aucun twist derrière. Passons à l'opus Wii U, Paper Mario Color Splash, que je ne ferai que survoler ici. C'est simple, il peaufine la formule de Sticker Star, c'est un Sticker Star plus. Et s'il s'en sort bien mieux que son prédécesseur, il reste tout de même en deçà de la première trilogie. Ainsi, niveau scénario, dans Color Splash, Bowser voulait se faire une teinture, mais ça a mal tourné, donc il envoie des mascasses buter des Toads. Et je rigole zéro, c'est vraiment le scénario du jeu en extrapolant. Bien évidemment, comme ce que j'ai dit, on reste au-dessus de Sticker Star, les niveaux sont eux-mêmes bien plus grands, logique, vu que le jeu est sorti sur Wii U, une console de salon. On retrouve quelques aspects assez intéressants de l'écriture du jeu, quelques blagues méta glissées par-ci par-là, même si ça reste assez léger, mais tout de même bien plus plaisant à suivre que Sticker Star. Le gameplay en revanche reste assez compliqué et un point assez sensible. On garde la formule de Sticker Star, où on change 2-3 trucs, mais pas vraiment. Bref, c'est la même merde, et le bas blesse autant que lors de l'épisode 3DS. En clair, Color Splash marque le début d'un renouveau de la licence. En voyant que Paper Mario a envie de remonter la pente, que la licence a commencé à remonter la pente, et que certains points ont commencé à redevenir excellents, mais qu'il en reste d'autres qui restent franchement très discutables. Ainsi, il y avait 2 options, soit continuer à améliorer les points forts, soit essayer de corriger les points faibles. Et c'est ce que la licence fera avec son prochain opus. Avançons une dernière fois jusqu'en 2020. Alors que nous sommes tous coincés chez nous, Nintendo tente des trucs en manière de communication. Plus de Nintendo Direct, on balance tout, direct, YOLO. Je sais que Nintendo a toujours été assez tardif dans sa communication, mais annoncer un jeu 2 mois avant sa sortie, c'est un peu juste là, non? Après bon, qu'est-ce que j'y connais moi en communication? Après, il est clair que la pandémie de Covid-19 a tout bouleversé. D'après le site Eurogamer, Nintendo devait originellement annoncer le jeu lors de l'E3 2020, dans le cadre d'une présentation liée au 35e anniversaire du premier moustachu. Mais même là, on reste quand même environ 1 mois avant la sortie. Ça règle pas le souci. Enfin bref. Paper Mario The Origami King sortira donc le 17 juillet 2020 dans le monde entier, et sera très vite un succès. Les critiques seront bien plus unanimes que celles des 2 derniers opus, le jeu obtenant un métacritique de 80 sur 100, soit le meilleur depuis Super Paper Mario. L'écriture du jeu sera grandement louée et considérée comme son plus grand point fort, avec en vedette les personnages d'Olivia et de Bobby. Les critiques seront elles aussi globalement unanimes sur la construction du monde ouvert, et d'à quel point il est interactif et regorge de plein de petits secrets. La bande-son sera aussi acclamée, tout comme les graphismes du jeu. Le seul point qui fera réellement débat sera le système de combat, avec une roue de combat, et donc le gameplay en général, comme Sticker Star et Color Splash. Si Monsieur Tanabe justifie ce choix par l'envie de diversifier la série et de ne pas l'enfermer dans une boucle de gameplay, bah ça passe pas trop, et je comprends le ressenti des journalistes, car moi aussi, je considère que le gameplay de Paper Mario The Origami King est le plus gros point fort de la série. Les combats seront globalement assez optionnels, n'offrant que des pièces. Et si faire du leveling de ses finances pourra être important, vu d'à quel point l'équipement est cher, surtout que les bots et marteaux se cassent, mais aussi d'à quel point on va avoir besoin d'argent tout au long du jeu,
il est possible d'avancer en ne faisant que les combats majeurs et en fermant un peu de temps en temps. Et surtout, c'est clairement lors des combats contre les boss que le système sera réellement intéressant et utilisé à son plein potentiel. Contrairement au combat classique où Mario, au centre de la roue, devra aligner les ennemis en carré ou en ligne, dans les combats de boss, ce sera cette fois le boss qui sera au centre et Mario à l'extérieur. Il devra donc se frayer un chemin jusqu'au boss, en évitant les pièges que le boss pose sur la roue, mais aussi en se frayant un chemin pour récupérer des power-ups, améliorations ou plus d'actions supplémentaires. D'ailleurs, on tient sûrement ici les boss les plus originaux de la licence, à savoir des fournitures de bureau allant toujours plus loin dans ce que j'aime bien appeler l'aspect DIY véritablement initié et utilisé dans la seconde trilogie de Paper Mario, et qui du coup justifie le fait que ça s'appelle Paper Mario, Mario en papier. Et ça, Tanabe le dit lui-même. À la base, il voulait faire un jeu soit sur les confettis, soit sur les origamis. Au final, les deux concepts seront présents. Les confettis en tant que collectables aidant dans l'Overworld, en tant qu'héritier de la peinture de Color Splash, qui sert à boucher des trous et donc pour le 100% en donnant des pièces, et les origamis en tant qu'antagonistes, avec du coup Oli, l'antagoniste principal du jeu, le frère d'Olivia, qui est un point très pertinent. Déjà, il n'est pas Bowser, et c'est la première fois que ça arrive depuis Super Paper Mario, près de 10 ans, plus de 10 ans avant. Mais surtout, il permet de traiter des thèmes déjà vus dans la série, mais d'un autre point de vue. Oli est très proche du conte Niard dans sa construction et ses motivations, et c'est pas pour rien qu'ils sont selon moi les deux meilleurs antagonistes de la série. L'un cherche à se venger du multivers, vengeance née après la fin brutale de son amour, l'autre cherche à se venger des Toads, vengeance née après un quiproquo sur un affront que lui aurait infligé un Toad. Le jeu se moque même du fait que Nintendo oblige Intelligence System à utiliser que des Toads copies conformes les uns aux autres. Et je me demande aujourd'hui encore comment ça a pu passer auprès de Nintendo. Intelligence System se moque littéralement d'eux sur ce point. Je ne m'attendais à rien en achetant Paper Mario The Origami King, vu comment Sticker Star m'avait complètement déçu et désillusionné de la série, et vu comment Color Splash m'avait encouragé sur certains points, mais quand même vachement déçu pour d'autres. Et j'étais très surpris sur tous les points, tant le jeu renoue avec son niveau d'entente dans son écriture si spéciale à plusieurs degrés de lecture, écriture qui se moque enfin à nouveau de la licence dont est tirée la série, et même du jeu vidéo en général. On retrouve les partenaires qu'on n'avait pas vus depuis Paper Mario, la porte millénaire, parce que les pixels c'est pas des partenaires, je suis désolé. Et encore une fois, on tire des partenaires qui sont ultra cool et ultra intéressants à suivre. J'en ai parlé un peu plus tôt lorsque les journalistes évoquaient les gros points forts du jeu, mais Bobby la Boulombe, c'est l'un des meilleurs personnages jamais apparus dans la licence Mario. Il est drôle, il est attachant, il fait des actes exceptionnels. Bon, il est nul en combat, mais le gameplay est nul de base dans Origami King, donc c'est un point à part. Bref, Origami King nous sort des personnages à la hauteur des deux premiers épisodes, qui s'inscrivent sans problème le panthéon des personnages Mario, tout comme le jeu de base, car Origami King est pour moi un jeu qui devrait trôner dans chaque collection de jeux Switch, et oui, je le considère comme un must-have de la console. Et même s'il s'essouffle un peu sur ce second tiers avant de retrouver un second souffle sur sa fin, son premier tiers, donc, le premier chapitre avec le serpentin rouge et le deuxième chapitre avec le serpentin bleu, bah ce premier tiers est si parfait sur tous les points que rien que pour ça, je considère son achat comme une nécessité, tant les 4-5 premières heures vous émerveilleront de bout en bout sans jamais vous lasser. Bien évidemment, je ne fais que revendiquer ma propre subjectivité. Je n'ai jamais prétendu le contraire et j'ai énormément aimé cet Origami King que je considère comme l'aboutissement de la formule Sticker Star. En dehors du gameplay un peu brouillon, le seul véritable reproche que je pourrais faire à la série serait que, encore une fois, Paper Mario cherche tellement à se renouveler que le jeu se perd un peu. Sauf que là, contrairement à avant où ça se passait d'un jeu à l'autre, ça arrive en même temps d'un coup sur un seul et même jeu. On retrouve les idées des deux premiers opus qui dépaysaient à chaque nouveau chapitre, en essayant d'intégrer de petites nouvelles mécaniques d'exploration, de nouveaux univers, sauf que là on change une ligne de gameplay par moment d'une zone à l'autre, c'est beaucoup trop dépaysant, et par moment la stabilité, ça a du bon. Et au final, c'est un peu ça le plus gros reproche qu'on pourrait faire à la licence Paper Mario. Elle a tellement cherché à innover et à se réinventer, qu'elle s'est brûlée les ailes et qu'elle est tombée très bas. En dehors de ça, Paper Mario est vraiment l'héritier de la première trilogie, mais aussi le successeur de Sticker Star et de Color Splash. Est-ce que c'est le Paper Mario ultime? Non. Est-ce que c'est celui qui synthétise le plus toutes les qualités de la série, mais aussi ses défauts? Oui, clairement. La licence Paper Mario est-elle déchue? Difficile de donner une réponse claire et précise. En
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a reculé dans l'ordre des priorités de Nintendo. La licence Mario et Luigi lui passant devant en termes de licence Mario RPG pendant près de 15 ans. Paper Mario se cherchera pendant plus d'une décennie avec des jeux plus ou moins réussis. Mais maintenant qu'Alpha Dream n'est malheureusement plus, peut-on rêver d'un retour aux sources pour le plus fin des spin-off Mario? Seul l'avenir saura nous répondre, Origami King est encore jeune, et je doute qu'on ait un deuxième épisode sur Switch, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la licence en tout cas. Mais peut-être qu'avec la prochaine console Nintendo, notre feuille de papier préférée marquera encore une fois l'histoire du jeu vidéo. Dans tous les cas, j'espère que cette petite grosse rétrospective vous aura plu. Merci à tous pour ce visionnage de cette 7ème AMA chronique. La fin de la saison 1 est en ligne de mire. A très bientôt pour un épisode qui, je pouvais l'annoncer, sera plus que mémorable, puisqu'on traitera de Undead Unluck. Amano, out!